de personnel. Nous avons des étudiants en médecine, effectivement, qu'on a pris et qui étaient, effectivement, au départ, c'est des personnes qu'on avait contractualisées pour qu'ils appuient les centres de santé, les structures de prise en charge. Après, nous avons eu le ministère de la Santé qui a fait un appel à candidature pour recruter du personnel, mais ce personnel est un personnel diplômé, donc c'est des docteurs en médecine qui ont été recrutés. Et ils ne pouvaient pas être mis au même niveau de traitement que les étudiants en médecine. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution qui est trouvée de motivation de ce personnel. Vous avez besoin de ces étudiants? Nous en avons besoin. C'est pourquoi ils sont dans nos centres de traitement. Et je suis aussi sûr que c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés un peu dans le paiement de ces contractuels, mais c'est quelque chose, en tout cas, M. le ministre a donné des instructions et je pense que c'est des choses qui vont se régler très rapidement. Oui, donc c'est juste des difficultés. Vous minimisez? Non, je ne minimise pas. Je ne minimise pas parce que c'est des personnes qui doivent être payées, qui ne sont pas payées. Donc c'est pourquoi je dis je ne juge pas la raison. Mais c'est des choses qu'on peut régler et qu'on réglera. En tant que scientifique, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui ces mouvements d'humeur à ce stade justement de la gestion de cette maladie? L'enjeu. C'est ce que je dis. Je pense que moi je dis toujours en tant que soignant, c'est notre métier. En fait. C'est vrai que c'est un sacerdoce de faire la santé, d'être médecin, infirmier, d'être personnel de santé. Il est vrai aussi qu'il y a un minimum de conditions. Les personnes quand même travaillent. C'est très dur, les centres de traitement, les centres de prise en charge. Le risque il est très élevé. Un bon nombre infectés, vous confirmez? Comment? On nous a, selon des informations, donc il y a un certain nombre de personnels. Oui, il y a du personnel de santé. Déjà, quand on faisait notre point, on était à au moins 160 personnels de santé qui étaient infectés. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Et donc, c'est pourquoi des efforts sont faits un peu dans la protection de ces personnels aujourd'hui, en termes d'équipement de protection, au niveau des centres de prise en charge, mais également, en général, dans les structures de santé. Et aujourd'hui, ce personnel, encore plus, en ce moment, doit être beaucoup plus protégé. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont décidé à un moment donné de vivre en présence du virus. Et à l'observation, on se rend compte que dans ces pays-là, ils pensent qu'ils ont dépassé le pire et qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'expérience, en tout cas, pour pouvoir faire face. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour sur l'expérience que vous avez, est-ce que ça nous permet psychologiquement de faire face à ça, de vivre en présence du virus? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Aucun pays n'a de solution. Il y a encore... tout à l'heure, je voyais en Allemagne, ils vont reconfiner. Aux États-Unis, c'est un pays ils ont tous les moyens du monde. Ils ont des difficultés. Donc, il n'y a pas une solution miracle pour le moment. Chaque pays, chaque contexte est particulier. Et c'est une épidémie, comme je dis, qui est dynamique. Les mesures doivent être dynamiques. Donc, il n'y a pas de... Certains peuvent penser que les gens tâtonnent. Non, on peut prendre une décision aujourd'hui qui, dans une semaine... On réajuste. Mais il faut réajuster. Est-ce que nous avons dépassé le pire? Ça, on ne peut pas le dire. Franchement, on ne peut pas le dire. Et c'est pourquoi on dit le respect des mesures barrières, c'est extrêmement important. Parce que nous allons aller vers une réouverture des frontières. Oui. Un travail a été fait au niveau du Sénégal. Et nous, on le dit. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une crainte. Je dis, nous avons fait quelque chose au niveau du pays. On attendait 3 fois plus de cas que nous avons. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans les pays qui nous entourent. Donc... Et par rapport à cette décision, est-ce que les avis des techniciens que vous êtes, est-ce que vos avis sont pris en compte? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour que les frontières, pour que les avions commencent à... Il faut reprendre l'activité. Parce qu'après, on est dans un cercle vicieux qui est difficile. Maintenant, nous, ce qu'on dit toujours, c'est les conditions. Par exemple, on dit aujourd'hui, ouvrons les frontières. Je pense que c'est quelque chose qui est acté maintenant. Mais avant de venir, faites vos tests avant de venir dans le pays. Parce que la situation actuelle que nous avons, c'est de tester les personnes à l'arrivée à l'aéroport. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des avions qui arrivent par groupe de maximum 100. Mais à Dakar, le soir, vous avez rien que 3 vols qui arrivent, c'est presque 1500 personnes. Donc on ne peut pas, et ce n'est pas possible. Donc la solution maintenant, c'est de faire tester les personnes avant de venir. Et même ça n'empêche pas. Parce que comme on dit, vous vous êtes testé une semaine, 72 heures avant, vous pouvez faire la maladie. Mais au moins ça réduit et ça permet aussi de réduire le nombre de cas importés qu'on pourrait avoir. La reprise des classes, c'est demain. Beaucoup d'enseignants sont sceptiques quant au respect du protocole sanitaire au niveau de ces établissements. Est-ce que selon vous, il faudrait y aller malgré ces craintes? C'est vrai que pour nous, en tout cas professionnels de la santé, c'est important les conditions. Comme on l'a dit, les mesures barrières. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Moi, je dis toujours, on n'a plus besoin de stigmatiser encore que ce soit. Aujourd'hui, tout le monde a voyagé. Les enseignants ont voyagé, les élèves ont voyagé, les parents d'élèves ont voyagé, les médecins ont voyagé, les journalistes ont voyagé. Tout le monde a voyagé. Donc, tout le monde est à risque. Donc, le risque au niveau de l'école ne sera pas différent d'un risque au niveau des domiciles.
j'ai l'habitude de dire souvent dans nos lieux de travail, nous avons un meilleur comportement que quand nous y sortons. Et donc c'est important. L'essentiel, c'est que ces mesures soient... Ça, c'est un minimum quand même. Il ne faut pas que les classes soient surchargées. Il faut que le port de masque puisse être vraiment obligatoire. Il faut garder cette distanciation. Donc ce ne sera pas facile, mais je pense que les mesures prises par le ministère de l'Éducation pourraient aider avec l'engagement de tous. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même cas de figure que la dernière fois? Il a fallu que l'on déplace des enseignants et qu'on se rende compte qu'il y a eu beaucoup de contamination pour ce corps-là. Aujourd'hui, des enfants vont être, disons, au devant de la scène. Ils seront face à des situations qui sont à risque, même s'il est clair que quelque part aussi dans les maisons, on ne peut pas dire qu'ils ne seront pas contaminés, mais quelle est la garantie aujourd'hui que pourrait donner l'autorité aux parents pour que ces personnes-là puissent être, disons, rassurées par rapport aux conditions dans lesquelles vont évoluer leurs enfants? Je pense qu'il n'y a pas de garantie. C'est vraiment un engagement de tous, aussi bien pour les parents à pouvoir aussi sensibiliser leurs enfants, à vraiment les responsabiliser par rapport à leur attitude. Au niveau de l'école, forcément, c'est une situation à risque, comme le lieu de travail ou ailleurs. Maintenant, l'engagement est pris. Il faut que les activités reprennent, mais encadrées. Autre chose, professeur, ou plutôt docteur, excusez-moi, on a vu qu'il y a un nombre assez important de personnes guéries. Entre-temps, est-ce que le Sénégal a pu expérimenter d'autres remèdes ou vous en êtes toujours à ce qui était prévu depuis le début? Pour le moment, c'est le même protocole thérapeutique qui est en cours. Malgré la sortie de l'OMS? Oui, malgré la sortie, parce que la sortie de l'OMS, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Sénégal démarrait son protocole thérapeutique avec l'hydroxychloroquine, c'est avant que l'OMS démarre son essai. Nous, on avait commencé et l'OMS a demandé au Sénégal d'intégrer cet essai clinique. Que l'OMS arrête ne gêne pas, parce que quand même, je pense que l'équipe de prise en charge donnée par le professeur Seydi, c'est des personnes quand même assez expérimentées. Mais nous n'avons pas, comme je pense qu'il a bien dit, nous n'avons pas eu d'effets secondaires patents, nous n'avons pas eu de surmortalité. Voilà, donc en termes de résultats, ce qu'on peut constater, on ne va pas dire que tout est grâce à hydroxychloroquine et azithromycine, mais aujourd'hui, rien ne nous indique, en tout cas sur le plan des résultats, à arrêter ce protocole, parce qu'on a plus de 65% de taux de guérison. Qu'est-ce qu'on a appris finalement de cette pandémie? Parce que chaque fois, on s'interroge sur la capacité de résilience de nos systèmes sanitaires. Aujourd'hui, on a vu que les grandes puissances sont confrontées à des difficultés malgré le gros moyen. Au niveau de la communauté africaine, est-ce qu'il y a une réflexion ou des études qui sont engagées pour qu'aujourd'hui qu'on puisse faire face à ce type de situation ou qu'on puisse nous entraider entre pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'Afrique, il y a quand même beaucoup de leçons apprises. L'Afrique a fait face à beaucoup d'épidémies. Il y a l'épidémie Ebola qui est toujours en cours en RDC. Donc, il y a eu quand même, nous avons appris de ces situations qui font qu'en termes de réaction, en termes de renforcement des structures de santé, même si tout n'est pas aux normes. Mais ce qui est important, c'est d'abord une organisation. Et je pense que, par exemple, pour un pays comme le Sénégal, c'est l'organisation. Je donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis où, au départ, pour faire un test, il fallait une semaine. C'est la plus grande puissance. Mais parce que tout simplement, pour faire un prélèvement, il faut l'amener dans un endroit qui est pas de côte est à côte ouest. Nous, à 24 heures, on peut avoir un prélèvement. Donc, c'est plus une capacité d'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de stratégie d'organisation... des résultats, il y a un temps bien déterminé. C'est 24 heures. Aujourd'hui, nous avons, avec les deux structures qui sont actuellement impliquées dans le diagnostic, l'IRSF et l'Institut Pasteur, en moyenne 24 heures pour avoir les résultats. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont après un peu de retard. Et ça, c'est par rapport un peu à la transmission de l'information allant du district vers la région. Mais les résultats, nous les avons, en tout cas, nous, tous les jours, en 24 heures après prélèvement. Et le cas de l'immunité, est-ce que vous avez des patients qui redeviennent malades après avoir été déclarés guéris? Si, on en a eu, je pense qu'on en a eu trois patients qui ont été déclarés guéris et qui sont redevenus positifs. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses de relargage du virus. Et ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel au Sénégal. En Chine, ça a été décrit. Il y a certains pays où c'est décrit. Mais si on regarde la proportion, c'est vraiment très faible. Et de suivi, est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau-là? C'est un protocole. Nous partions sur un protocole de 15 jours pour les suivre pendant 15 jours. Bon, aujourd'hui, je pense qu'avec les cas graves qui augmentent,
Nous sommes en train de discuter sur tous les cas graves qui guérissent avec certains tares d'aller plus loin et pourquoi pas de les suivre sur un mois. Mais pour le moment, il n'y a pas de séquelles, en tout cas décrites, mais c'est des personnes à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Bousso, le directeur du COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Merci également à Pape Djibril Fall. Et à vous qui nous suivez de partout, retrouvez-nous demain à la même heure. Un peu plus tard, vous aurez